Salut les devins, c'est Saikyo. Il est temps de vous proposer ma review du futur de l'épisode 65 de Dragon Ball Super. Il est vrai que je vous avais dit que j'arriverais avec cette review du futur avec un nouveau concept, enfin du moins avec un concept amélioré. Alors sachez qu'aujourd'hui j'ai décidé de conserver le concept et l'idée originale d'une review du futur et de ne pas vous proposer la version 2 on va dire, tout simplement pour de bonnes raisons. C'est que j'y ai beaucoup travaillé dessus, j'ai fait quelques tests et le rendu final ne m'a pas vraiment convaincu. Du coup, j'ai préféré rester avec vous sur des bases sûres qui sont la review du futur telle que je vous la propose habituellement, qui est déjà un concept original en soi, étant donné que je suis très préoccupé et consciencieux vis-à-vis du travail que je vous fournis, des vidéos que je vous soumets, je préfère alors attendre plutôt que de vous proposer une version 1.5 au lieu de vous proposer cette version 2.0 justement de la review du futur dont je vous parle depuis quelques jours. Je pense que vous comprendrez cela. En tout cas, j'ai vraiment pour but de vous proposer uniquement des travaux qui sont aboutis et pleinement réfléchis dans ma tête et dont je suis satisfait. Il y a toujours moyen de faire mieux, mais disons qu'au moment où je publie la vidéo, il faut au moins que j'y ai mis tout ce que je savais faire, tout ce qui était dans mes possibilités sur le moment. Après, derrière, je peux encore bosser et améliorer. Mais là, justement, c'est le cas, j'ai de l'amélioration à faire concernant cette review du futur 2.0. Donc cette très légère mise au point faite, on va pouvoir démarrer la review du futur telle que vous la connaissez habituellement pour l'épisode 65 de Dragon Ball Super. Alors pour cet épisode, ne vous attendez pas, je vous le dis directement, à quelque chose d'extraordinaire. C'était clairement mieux que ce qu'on a eu en épisode 64, ça faisait plus plaisir à voir, surtout que ce Zamasu fusionné reste très intriguant, et c'est vrai que l'épisode comporte beaucoup moins d'incohérences, ou du moins de manque de transition, que l'épisode 64. Il était beaucoup moins évasif et bizarre, vous savez, dans l'épisode 64, il y a eu plein de choses qui nous ont laissé perplexes, la faux de Goku Black qui arrive, il crée une brèche avec, derrière il en sort des clones, et tout cela s'arrête en un instant, voilà, il y a plein de choses qui nous ont laissé très intrigués sur notre fin, sans en avoir d'explication. Là, ce n'est pas vraiment le cas, ça va. Par contre, on reste dans un épisode de transition. Et c'est d'ailleurs pour cela que ma review du futur ne va pas être trop étendue en termes de longueur, tout simplement car l'épisode a servi en fait à poser les bases autour de ce Zamasu fusionné, de nous montrer à quel point il pouvait être puissant et de nous laisser juger de sa prestance, on va dire, de son caractère ultra divin. C'est pour cela qu'au final, on a eu juste un épisode dans lequel, tout au long, on a eu ce plan de réalisation de ce fameux Zamasu en hauteur, qui s'introduit en tant que dieu. C'était des sortes de plans qu'on avait déjà dans le film Batman vs Superman, quand Superman arrivait en hauteur par rapport à Batman, et ben là, c'est un peu ça qui se reproduit. Si vous avez vu le film, vous verrez que ce Zamasu-là se pose un peu en tant que le Superman, tandis que les humains restent au sol sur leurs pieds, même si Goku et Vegeta peuvent voler, mais voilà, c'est une astuce de réalisation pour nous montrer sa supériorité. Un fait très important, enfin plusieurs faits très importants, c'est que déjà, ce Zamasu se proclame comme étant immortel. Sauf que tout au long de l'épisode, toutes les tentatives d'attaque qu'ont fait à la fois Vegeta, Goku et Trunks ont été vaines, c'est-à-dire que jamais ils ne l'ont touché. Il est tellement surpuissant, soit il leur envoie une contre-attaque, ou alors ça a été aussi son espèce de rond lumineux dans le dos qui a écrasé le ki de ses opposants et l'a pas absorbé, mais voilà, l'a annulé. Donc au final, difficile de juger par nous-mêmes si cet être est immortel, et ça a une importance cruciale. Alors dans l'épisode 65, je suis d'accord avec vous, Zamasu fusionné est immortel, mais gardez ça dans un coin de votre tête, ça prend toute son importance par la suite. Au final, Zamasu fusionné n'a pas vraiment été au combat directement. Il a lancé beaucoup de boules de feu depuis le ciel, a fait une sorte de pluie divine qui a fait que la Terre ressemblait vraiment à l'enfer sur Terre. Et ça, c'était horrible, aussi bien à voir pour nous en tant que spectateurs, en termes de sentiments que cela peut faire passer, que pour la team des héros qui voit ce monde déjà apocalyptique devenir infernal complètement. On n'a pas vraiment l'impression d'avoir un dieu qui s'en prend à la Terre, mais d'un démon ou du diable qui vient y faire quelque chose. Et c'est d'ailleurs une question que je vous avais déjà posée la semaine dernière en vidéo en vous disant, est-ce que vous pensez qu'un dieu maléfique, enfin du moins dont l'esprit devient maléfique avec le temps, peut se transformer en une sorte de forme démoniaque, de démon? Ou alors est-il juste un dieu méchant? Mais voilà, fondamentalement, il est toujours un dieu. La frontière est assez fine, et je pense que ce sujet est très ouvert au débat. Aucune utilité pour moi de revenir très précisément sur l'enchaînement du combat entre Goku Vegeta, Trunks et Zamasu, tout simplement parce que c'était toujours dans le même sens. Ils ont essayé de développer leur panel d'attaque, je parle de la Team Z, ils ont essayé tout ce qu'ils avaient sous la main, mais à chaque fois, c'était pas raté, mais c'était contré par cet être suprême, par ce dieu suprême qui vient de naître. Et c'était cet effet-là de répétition tout au long de l'épisode, qui l'a fait un peu traîner en longueur à mon goût. Cependant, il y a 2-3 trucs intéressants à noter, et en particulier ce rond lumineux que Zamasu fusionné tient en son dos. D'ailleurs,
En commentaire, n'hésitez pas à venir m'en parler si vous remarquez que cela vous fait penser à quelque chose que vous avez, je ne sais pas moi, déjà étudié, déjà aperçu quelque part, dans un livre, peu importe, dans quelque chose de scientifique ou non, pour savoir si ces formes-là, ces signes correspondent à un langage, à des sigles, à des signes, à quelque chose qui pourrait nous éclairer quant à sa nature. N'hésitez pas si vous avez cette info-là. Si vous voulez spéculer sur ça, vous pouvez le faire, mais voilà, si vous avez une info concrète, n'hésitez pas à me la transmettre en commentaire, ça m'aiderait énormément. Vous savez que j'adore analyser les choses, et voilà, analyser, c'est aussi les interpréter. Et là, peut me faire des idées vis-à-vis du visuel, du design, mais après, en termes de langage, est-ce que ça a une correspondance? Ça, je ne le sais pas vraiment. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Voilà, c'est ça que je veux savoir. Et bien sûr, merci si vous venez en commentaire pour m'en parler, si vous avez une idée, merci beaucoup à vous. En tout cas, pour ce rond-là lumineux, il y a déjà une chose que je voulais vous dire. C'est que les émanations de lumière qu'il fait, les émanations, on va dire, de ki lumineux, on peut peut-être l'appeler comme ça, ces espèces de barrières, de murs de lumière, mais au final, je pense que c'est juste une concentration de ki divin, me font penser qu'il y a différents types de ki divin, différentes qualités, je dirais. Pour vous illustrer, rappelez-vous quand Goku venait d'atteindre le stade de Super Saiyajin God, Beerus avait bien fait comprendre que le ki, ce que l'on connaît d'habitude, le Super Saiyajin 3, etc., cette masse de ki, bien qu'elle soit très élevée, ne valait rien. Parce que justement sa nature ne valait rien. Piccolo avait fait la même remarque quand Goku essayait de se transformer et de faire le rituel, et que tout le monde lui avait transmis son énergie. Piccolo lui avait dit un truc du genre, tu es super fort, mais au final c'est juste du ki que tu as accumulé, ça ne servira à rien, ne va même pas te battre. Et là, on comprend que la nature du ki fait que quelque chose se passe, que l'aspect divin des choses joue un rôle. Et là, avec ce Zamasu fusionné, on a vraiment l'impression que ce ki divin blanc, déjà visuellement il est très différent de ce à quoi on est habitué dans la série, en termes de ki divin, il me donne l'impression d'être plus concentré et plus pur que celui de Beerus. Je ne dis pas que ce personnage-là est plus fort que Beerus, attention, je dis simplement que, en fait, pour moi, la nature de son ki a l'air plus divine, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Après, ça peut être aussi dû au fait que Beerus n'est peut-être pas un dieu de naissance, qu'il a été recruté tel quel, alors que Zamasu, lui, on sait qu'il est Kaio, donc... Alors que Zamasu, on sait très bien qu'il est dieu de naissance, il était un Kaio avant, il est né comme cela. Pour les Akaishin, il semble qu'ils peuvent se faire recruter tel que la proposition avait été faite à Goku. Bon, cette petite parenthèse fermée sur le recrutement des Akaishin, on a tous fait le parallèle entre ce rond, ce cercle, cette espèce d'auréole que porte Zamasu dans son dos, qui ressemble énormément à celle de Whis et Vados, mais encore plus à celle du grand prêtre. Une chose très importante, et je tiens à me corriger moi-même par rapport à ce que je vous ai dit durant le live, c'est que je vous avais dit qu'il semblait que ce rond, cette auréole, se trouvait en dessous du niveau de la tête de Zamasu. Or non, regardez, le cercle est au-dessus de lui. Vraiment un peu comme une auréole, c'est vraiment au-dessus de ses épaules en quelque sorte. Contrairement à Whis et Vados, je vous affiche les images, qui eux ont l'auréole en dessous. Mais regardez le fameux grand prêtre, celui que j'adore vraiment comme personnage, même si on n'en connaît rien au final. Regardez, son auréole est supérieure, au-dessus de sa tête, pour montrer et prouver sa supériorité hiérarchique, ça il n'y a pas de doute. C'est pour ça que vous avez été nombreux et moi-même à vouloir faire un lien entre ce rond-là et celui du grand prêtre, et en plus à faire un lien entre le stade hiérarchique, la position dans l'organigramme divin, on va dire, de ces types-là d'auréole. Et c'est aussi pour ça que je vous ai demandé s'il y avait une interprétation à faire de ce signe qu'il porte dans son dos. Parce que j'ai beaucoup d'idées qui fleurissent dans ma tête à ce sujet-là, sans que je puisse vous en faire une prédiction concrète. Parce que vous le savez, je vous avais déjà expliqué dans mes premières vidéos sur la chaîne que pour être un bon devin, vous devez bien analyser à la fois le présent et le passé. En plus d'avoir un feeling sur les choses, vous devez analyser les faits pour avoir quelque chose de concret derrière. C'est comme ça que vous ferez de très bonnes prédictions. Et là, les faits sont là, sont visibles, mais il manque d'interprétation. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, j'ai quelques idées, même pas mal d'idées à son sujet, vis-à-vis de ce rapport, ce relationnel avec le grand prêtre. Là, ça ne reste que spéculatif de ma part, mais on pourra avoir une sorte de parallèle, d'opposition, dans le sens où l'on sait que Whis est un ange. Et il a une auréole en bas de sa tête. On voit ce fameux grand prêtre, qui fait partie des 5 êtres les plus forts de tout le multivers. Son rang hiérarchique ne nous a pas été précisé, mais on voit clairement qu'il a une ressemblance physique avec Whis et Vados, et qu'en plus de cela, il a une auréole placée au-dessus de sa tête, en hauteur, avec le kanji sur sa ceinture qui veut dire grand. Ce qui nous laisse énormément penser que ce grand prêtre est supérieur aux anges Whis et Vados, comme une sorte de chef des anges. Il a la tête des anges, l'ange suprême. Vous voyez, on est encore dans la notion de suprématie. Zamasu, le dieu suprême, le grand prêtre, l'ange suprême. Et tout à l'heure, je fais encore le lien avec mes propres propos, mes propres mots. Je vous posais une question, à savoir, est-ce que d'après vous, un dieu de base
Un Kaioshin, par exemple, en devenant méchant au fil du temps et en accumulant des pouvoirs, peut-il devenir un démon? Démon ou quelque chose de maléfique de ce type-là. C'est pour cela que l'on pourra avoir l'opposition parfaite entre le démon suprême et l'ange suprême, qui ont chacun leur type d'auréole dans leur dos, une auréole semblable mais avec ses propres différences, car les deux ne sont pas exactement la même chose. En tout cas, ça me semble cohérent, surtout que la semaine dernière, Goku Black, à savoir Zamasu, parce qu'au final c'est Zamasu qui agit, c'est pas Goku. Faut pas se faire avoir par le corps qu'il possède, c'est bien Zamasu à chaque fois. Imaginez le Zamasu vert agir à la place de Goku Black. Eh bien, celui-ci nous a bien sorti une faux qui est issue de la haine de Goku Black, qui elle-même a pu créer une sorte de faille de brèche énorme qui représente une haine divine enfouie en Zamasu. Vous voyez que cette haine est incommensurable, elle est immense. C'est une haine que l'on n'a peut-être jamais vue dans Dragon Ball, dont Zamasu ne peut pas se détacher. Et encore, cette faille, cette brèche qu'il a créée n'était, je pense, qu'une infime partie, que 10%, 1% de sa haine. Alors imaginez toute cette haine qui gonfle à l'intérieur d'un dieu, d'une âme et d'un corps d'un dieu, et qui en prend en quelque sorte possession. Cela en fait-il un démon? Un dieu déviant devient-il un démon? Pour moi, il y a de grandes possibilités que ça le soit. Et c'est pour ça que je vais me répéter, mais j'aurais bien besoin de vos commentaires pour interpréter le langage caché derrière cette aura, cette auréole. Elle ressemble vraiment à une forme d'écriture, mais en tout cas, je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire tout simplement. En tout cas, on voit bien que les attaques de Ki, de Vegeta et de Goku, qui d'ailleurs commencent à voir leurs propres réserves s'épuiser, se faire complètement annuler. Ça revient justement avec ce que je vous disais tout à l'heure, comme quoi il y aurait différents niveaux de Ki. À savoir que un Ki divin plus pur pourrait en annuler un autre, tel que le Ki de Zamasu peut annuler toute forme de Ki inférieure au sien. La suprématie de son Ki fait cela. Et pourtant, Goku et Vegeta ont du Ki divin. Mais déjà, c'est un Ki divin Saiyajin, né de la légende Saiyajin, des entraînements des Saiyajin, etc. Plusieurs raisons à la fois pour Goku et Vegeta pour l'obtention de ce Ki, mais ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Mais on sait très bien, on comprend que le Ki divin Saiyajin est une forme de divinité, une forme guerrière de divinité, mais n'est pas une forme divine par naissance. Et là en plus on a deux Ki divins par naissance qui viennent de fusionner. 2 fois Zamasu, qui a apporté son Ki à lui-même, quoi. C'est la fusion d'un Ki pur avec un Ki pur. Ça donne quelque chose sûrement d'encore plus pur et le résultat est là. Car rappelez-vous, Zamasu avant de fusionner, il avait un Ki assez mauve, assez violet. Là, il y a toujours quelques reflets violets parce que voilà, sinon ça nous ferait un écran blanc comme si j'allais sur Paint et je vous mettais le pot de peinture en blanc. Donc visuellement, ça n'apporterait rien. Il fallait bien donner quelques teintes aux attaques, au mur de lumière de Zamasu. Donc ils ont choisi le violet pour correspondre avec son identité. Mais on comprend bien que cette lueur-là est supérieure à tous ces mortels qui vivent sur la Terre. Après, je suis sûr qu'il y a des dieux qui ont un Ki bien plus pur que lui, un Ki divin plus pur que lui, plus concentré que lui. Mais là, dans l'état, sur Terre, il n'y a pas mieux que lui en termes de Ki divin. Que ça soit Goku, Vegeta et Trunks, ou bien même Gowasu et Kaioshin. Après, je vais vous dire un truc sur le ton de l'humour, donc vraiment ne prenez pas ça comme une théorie, comme une spéculation, comme une prédiction, c'est vraiment une idée qui m'est parvenue mais que je vous transfère sur le ton de l'humour. Tout simplement, je m'étais dit que ça serait très drôle de voir Gowasu et Kaioshin, Neptune, entre guillemets en VF, fusionner à l'aide des Potara. Simplement pour 2 raisons, déjà c'est que Gowasu veut assumer ses actes et Kaioshin voit son univers être impacté de plus en plus. Du coup, il a pour rôle de le protéger. Dans les menaces extrêmes, comme le cas de Boo par exemple, il agit, ça on l'a bien remarqué. Quand la menace est moindre, exemple Freezer, là il n'agit pas. C'est quand la menace risque d'atteindre les dieux que Kaioshin agit, donc il est là de manière légitime. Alors imaginez donc ce fameux Gowasu et ce Kaioshin fusionnés, en nous disant que quand 2 dieux fusionnent, ça donne un résultat propre à celui de Zamasu qui vient de fusionner, un Ki ultra divin supérieur à tout. Et ce fameux Gowasu Kaioshin, ce Gowashin on va dire, fusionner, sortir de la fusion et dire que c'est à un dieu de s'occuper d'un autre dieu. C'est vrai que ça prête énormément à sourire, mais comme je vous ai dit, on vient d'avoir l'accumulation de 2 Ki divins purs. Et Gowasu et Kaioshin possèdent 2 Ki divins purs à la base. Donc imaginez ces 2 Ki s'accumuler, fusionner. Après, bien sûr, il y a beaucoup de choses qui viennent tuer cette idée-là. Le niveau de combat, le niveau de force brute de Kaioshin et de Gowasu qui est sûrement plus faible à la base que celui de Zamasu. En tout cas pour Kaioshin c'est sûr, pour Gowasu on ne sait pas vraiment. Mais voilà, je voulais juste vous la soumettre comme ça parce que je suis sur YouTube pour partager et du coup quand j'ai une idée, vaut mieux ne pas la jeter à la poubelle si elle a un intérêt. Et ici l'intérêt c'était surtout l'humour et le côté insolite de la chose, c'est tout. Pour poursuivre et presque pour finir, à force de vider leur réserve d'énergie, je parle de Goku et de Vegeta, et de se prendre des contres en retour, des attaques explosives, sans rajouter le fait qu'ils doivent protéger les humains qui sont sur place, ils se mettent souvent devant Bulma et Mai pour les protéger, et bien tout simplement, nos 2 héros finissent à terre, au sol. Ce qui permet à Zamasu d'affirmer sa supériorité, de confirmer cela et d'être de plus en plus toujours imbu de sa personne, de prendre une grosse tête énorme.
Il reste donc en poche à Mirai Trunks 2 Senzu qu'il veut donner à Goku et Vegeta. Sauf que quand il va pour le faire, maintenant Zamasu a bien compris l'histoire et envoie quelques vagues de ki pour qu'il ne puisse pas y arriver. Ce qui semble logique, même s'il n'a rien à craindre d'eux, au bout d'un moment il veut en finir. Il veut mettre à terme son plan, tout simplement. Il va pas passer sa vie à faire des petits combats. Donc là, la seule solution pour Trunks, c'est d'élever son niveau de puissance à son maximum de ce qu'il sait faire, de confier chacun des Senzu à Bulma et Mai, et presque d'y aller en se sacrifiant, en se disant qu'il fait pour sauver la situation et qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens pour y parvenir. Alors bien sûr, il faudra que Mai et Bulma soient très très rapides parce que même Trunks ne fera pas le poids face à ce Zamasu fusionné. Aucun des 3 héros ne fait le poids face à celui-ci et ni même les 3 associés. Je parle pas des 3 fusionnés, je parle des 3 qui combinent leurs attaques. Ça ne marche pas, on l'a vu tout au long de l'épisode. Mais en tout cas, une fois de plus, Mirai Trunks se rend utile. Et ça c'est bien cool, même s'il n'a pas de rôle de finish pour l'instant, il ne finit aucun ennemi. Même s'il a de très très bonnes phases durant cet arc, il est quand même en retrait, on sent que ce n'est pas vraiment lui le héros, bien que ça soit à lui, en quelque sorte, de mettre le coup final vu que c'est son futur. Mais pour l'instant, il a une rôle d'aide et de soutien, car il faut aussi se rappeler à la base que Trunks maîtrisait que le Super Saiyajin 2, et là d'un coup il se retrouve avec une part de ki divin, etc. Donc la progression et le traitement de Trunks est plutôt pas mal. Et si vous êtes soucieux de cela, de vous poser des questions sur Trunks, restez branchés sur la chaîne car une vidéo arrive. C'est le 1 abonné, une théorie, qui aura mis son temps à sortir mais qui va arriver, concernant le potentiel et le traitement de Mirai Trunks. Donc je compte sur vous les devins pour vous retrouver sur cette vidéo. En attendant, notre cher Mirai Trunks a réussi à gagner ce très court et précieux temps pour que Mai et Bulma puissent leur donner les Senzu. Et Goku et Vegeta se retrouvent sur pattes. Mais alors vous allez me dire pourquoi? Déjà, une chose à vous dire, c'est qu'on était en fin d'épisode. Donc forcément ça a annoncé un climax. Mais après, pourquoi relancer le même cycle? Dans le sens où ils vont se relever? Pour faire quoi? Pour se faire encore taper et refinir au sol? Et après c'est game over. Du coup, voilà, il manquait une logique. Vegeta est très déconcerté par ce qui se passe et ne sait pas qu'est-ce qu'il doit faire de plus, ou même en association avec Goku, ce qu'il doit faire de mieux. C'est à ce moment-là que Goku a déclenché un énorme Kamehameha, et Vegeta lui disant à ce même moment d'arrêter car gaspiller son énergie ne servirait à rien du tout. Or Goku a une autre idée derrière la tête. Je vous l'ai dit, on était vraiment dans les toutes dernières secondes de l'épisode, et sachez que pour moi cela est très très annonciateur de ce qui va se passer dans l'épisode 66, à savoir le 13 novembre. C'est pour cela qu'au lieu de vous faire le descriptif de tout ce que j'ai en tête, je vais vous laisser sur une image car une image parle plus que des mots. La voici. J'espère que vous aurez tout compris en regardant ceci, de ce que je pense que Goku est en train de réaliser vis-à-vis de cette attaque-là. Si vous avez en plus lu les spoilers de l'épisode 66, vous comprenez parfaitement à quoi je pense. Sur ce petit teasing, les devins, je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter et de la liker un maximum pour que notre communauté puisse se développer sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.